Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce focus de la semaine. Le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a présidé lundi dernier à la Bibliothèque nationale 6 à Belbela, à proximité de l'Université de Djibouti, la cérémonie dédiée à la célébration nationale de la Journée mondiale du livre. Samatar Saïd nous fait le point de cette journée. garasho ugu jeexa kela wada muujiyo hadiya jeer wadaaye inad waajibka gudataybay cidiji kaarayne. Le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a présidé lundi dernier à la Bibliothèque nationale à Belbela, à proximité de l'Université de Djibouti, la cérémonie dédiée à la célébration nationale de la Journée mondiale du livre. Événement marqué essentiellement par l'organisation d'un salon du livre de Djibouti. La commémoration djiboutienne dévolue à la promotion de la lecture servait également de stand d'exposition à la création locale en matière de produits artisanaux et touristiques. Adjoint du thème, le livre Trait d'union de la Corne d'Afrique et vecteur de paix. Notre pays mit par ailleurs à profit la célébration de cet événement pour donner la pleine mesure de sa détermination à aligner la lecture au sein des matrices phares mobilisées en faveur de la tolérance du combat contre la violence, l'extrémisme de tous bords, la coexistence pacifique des peuples de cette partie du monde. Dans une réaction faite à la presse à l'issue de cette cérémonie, le président Ismaël Omar Guelleh s'est réjoui du niveau élevé et de la qualité et de la diversité des œuvres exposées au sein du salon du livre à Djibouti. La gamme variée des livres exposés a démontré combien notre pays dispose d'auteurs, d'écrivains susceptibles d'arborer avec profondeur et ingéniosité les domaines distincts. À travers ce salon du livre, notre pays marque indubitablement son empreinte l'univers mondial de la création artistique, intellectuelle et culturelle. Sous le haut patronage du Premier ministre, son Excellence Abdelkader Kamil Mohamed, et sous l'égide du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, s'est tenue cette semaine au Palace Campeski Hotel la cérémonie du lancement du réseau de recherche international de la Grande Muraille Verte. Le détail avec Samatar Saïd. Sous le haut patronage du Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed, et sous l'égide du ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, s'est tenue au Palace Campeski la cérémonie du lancement du réseau de recherche international de la Grande Muraille Verte. Le réseau de recherche international, RECET, est une plateforme de recherche d'expertise scientifique pour la gestion durable des terres et des territoires de la Grande Muraille Verte. La cérémonie a eu lieu à la participation de plusieurs membres du gouvernement et de hauts responsables et cadres du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche, du CERD, des ONG ainsi que des représentants de 7 pays par laquelle passe la muraille verte composée des scientifiques délégués du département chargé de la mise en œuvre de la muraille verte. 39 ressortissants djiboutiens, majoritairement des étudiants évacués du Soudan, sont arrivés ce lundi soir à l'aéroport international d'Ambouli à bord d'un avion de la compagnie nationale Air Djibouti. Le point avec Samatar Saïd. 39 ressortissants djiboutiens, majoritairement des étudiants évacués du Soudan, se sont arrivés lundi soir à l'aéroport international d'Ambouli, à bord d'un avion de la compagnie nationale Air Djibouti. Il s'agit là d'un deuxième avion qui avait à son bord 38 personnes. Au total, 85 ressortissants djiboutiens ont été évacués depuis la capitale soudanaise, en passant à la frontière éthiopienne, avant que la compagnie aérienne nationale Air Djibouti assure leur déplacement depuis l'Éthiopie. Accueillis sur le tarmac de l'aéroport par le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, et l'ambassadeur de la République de Djibouti à Khartoum, M. Issa Khair Roble, les ressortissants évacués ont remercié le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, et son gouvernement pour ses efforts cruciaux déployés aux opérations d'évacuation.
L'aéroport international de Djibouti, face à la recrudescence de la situation, la République de Djibouti est devenue un point de chute incontournable pour ses opérations de rapatriement des ressortissants étrangers qui se trouvent au Soudan. Après l'arrivée de 100 ressortissants français et d'autres nationalités évacuées du Soudan qui ont atterri à Djibouti, fut l'arrivée des soldats et ressortissants italiens, composés des soldats, des ressortissants et des personnes œuvrant dans l'humanitaire, dont tous arrivés sains et saufs, en un mot, soulagés et en sécurité. L'Italie, la France, au total, une dizaine de pays ont tous choisi la République de Djibouti. Ces pays ont choisi Djibouti pour faire décoller et atterrir les avions destinés à rapatrier les siens coincés au Soudan. Pour cela, les autorités djiboutiennes ne ménagent aucun effort et ont mobilisé d'importants moyens. Les forces armées de sécurité ont pris toutes les mesures nécessaires, puisque jusqu'à maintenant, elle est à pied d'œuvre. La gendarmerie de l'aéroport, sous le commandement du capitaine Roukia Djamel-Tere, a veillé aux moyens sécuritaires et son étroite collaboration sans faille avec le personnel de la radio-télévision de Djibouti. En outre, tout le personnel de l'aéroport qui renforce ses effectifs, quant à elle, l'armée de l'air a ouvert ses locaux pour héberger les personnes évacuées depuis le Soudan. En somme, une organisation et une préparation minutieuse des autorités. Outre les Italiens, hier matin, un Airbus A330 avec à son bord 95 passagers, dont 75 Américains, une dizaine de Canadiens et d'autres nationalités ont atterri à Djibouti, à l'aéroport international de Djibouti. Et depuis la soirée, vers 18h, un autre appareil avec à son bord des ressortissants français ont atterri à l'aéroport international de Djibouti, suivi par un appareil espagnol dans le cadre des mesures adéquates initiées par le gouvernement djiboutien. Dans une interview exclusive accordée à la radio-télévision de Djibouti, le docteur Slim Ferrani, directeur général du Fonds souverain de Djibouti, a partagé sa vision du rôle crucial joué par le Fonds souverain de Djibouti dans le développement économique et social de Djibouti. À Djibouti, nous avons, alhamdoulilah, un président, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, qu'Allah lui donne bonne santé et longue vie, qui est visionnaire, qui a une sagesse exceptionnelle et qui veut un meilleur avenir pour son pays et son peuple. Et donc, il a lancé la vision 2035, il y a quelques années, et ensuite, il a créé le Fonds souverain de Djibouti, qui est opérationnel depuis à peine environ 2 ans, et dont l'objectif essentiel est de contribuer à la réalisation de cette vision 2035. Donc, par cela, le FSD donne donc à Djibouti un nouveau moteur de croissance et de développement économique et social, en plus de son moteur principal auparavant, qu'on voit partout, c'est les infrastructures et activités portuaires de niveau international. Et je voudrais aussi conclure sur cette question pour dire qu'il faut toujours se rappeler que l'investissement est le principal moteur de croissance pour toute économie. Par conséquent, le fonds souverain étant un fonds d'investissement avant tout, ne peut que créer de la croissance économique à travers ces investissements et ceci automatiquement créera des emplois et de la prospérité pour toutes et tous. La République de Djibouti, et dans le cadre de la vision 2035, a créé le Fonds souverain de Djibouti en tant que son bras financier et d'investissement, comme l'ont fait à peu près un tiers des pays du monde. Donc Djibouti maintenant fait partie de ce groupe select de seulement environ une soixantaine de pays qui ont un fonds souverain. Donc 2 tiers du monde et 200 pays n'ont pas de fonds souverain. Djibouti a un fonds souverain. Et ce fonds souverain est un outil d'action pour la transformation économique accélérée afin de répondre aux objectifs de développement fixés par le chef de l'État dans le cadre de sa vision Djibouti 2035. Et celle-ci donc entend faire de Djibouti un hub, un pôle continental, commercial, logistique, portuaire, touristique et numérique incontournable. Et je citerai parmi les exemples de la vision 2035, c'est entre autres créer 200 000 emplois, c'est important, et attirer 500 000 touristes. Donc le secteur du tourisme est important dans tout cela. La mission fondamentale du FSD est de contribuer relativement rapidement à une diversification économique ainsi qu'à un développement social et économique et une prospérité inclusive et durable. Dans l'actualité régionale, un cessez-le-feu de 72 heures conclu au Soudan entre les belligérants sous l'égide des États-Unis est officiellement entré en vigueur hier, mardi, après 10 jours de combats qui ont fait plusieurs centaines de morts et provoqué un exode massif. Samatar Serid. Un cessez-le-feu de 112 heures conclu au Soudan entre les belligérants sous l'égide des États-Unis est officiellement entré en vigueur mardi après 10 jours de combats qui ont fait plusieurs centaines de morts, provoqué un exode massif. L'armée et les paramilitaires ont confirmé le cessez-le-feu, mais ont ignoré encore si les combats ont cessé dans la capitale Khartoum. Depuis plusieurs jours, les belligérants avaient déjà annoncé accepter des pauses avant de s'accuser de l'un à l'autre d'avoir brisé la trêve.
Washington dit travailler à la mise en place d'une commission chargée de négocier une cessation permanente des hostilités au Soudan. Durant cette période, les États-Unis s'attendent à ce que l'armée soudanaise respecte pleinement et immédiatement ce cessez-le-feu. Explosions, raids aériennes, tirs n'ont pas cessé depuis le 15 avril à Khartoum, poussant l'exode des milliers d'habitants de la capitale plongés dans le chaos. Ceux-ci qui ne peuvent s'enfuir tentent de survivre, privés d'eau, d'électricité, soumis aux pénuries de nourriture et aux coupures d'internet et de téléphone. Les combats ont déjà fait plus de 427 morts, 3700 blessés. Une pièce de théâtre qui honore les oubliés africains de la Première Guerre mondiale. La pièce sera enfin jouée à partir du vendredi à Johannesburg. Les explications de Samatar Saïd. À Johannesburg, un homme arpente une scène de théâtre, 50 mètres de long, tout en faisant des exercices respiratoires. Des membres de l'équipe technique apportent les touches finales à l'ensemble pendant qu'un musicien répète sur un piano. La pièce sera enfin jouée à partir de vendredi à Joburg Théâtre à Johannesburg. Elle est consacrée à une histoire cachée, une histoire qui a été délibérément cachée, alors que les acteurs prennent leur marque pour une dernière répétition générale. Jeudi soir, selon l'UNESCO, environ 1 million de soldats portés et ouvriers africains auraient pris part à la Première Guerre mondiale. Plus de 150 000 Africains sont morts durant ce conflit. Réputé pour ce film d'animation de dessin en fusant aux formes changeantes, l'artiste décrit le spectacle comme un dessin très large, se déplaçant en 3 dimensions, combiné avec des silhouettes, du texte ajouté et beaucoup de musique. Le navire, selon lui, emmenait plus de 600 soldats sud-africains, pour la plupart noirs, au front de France. Passons à présent à l'actualité internationale. Malgré une amélioration de la situation, la pollution de l'air provoque encore chaque année en Europe le décès prématuré d'au moins 1200 enfants et adolescents selon un rapport de l'Agence européenne de l'environnement, publié lundi 24 avril. La suite dans ce commentaire de Fardous Hussein. La pollution de l'air entraîne le décès prématuré de 1200 mineurs par an. Malgré une amélioration de la situation, la pollution de l'air provoque encore chaque année en Europe le décès prématuré d'au moins 1200 enfants et adolescents, selon un rapport de l'Agence européenne de l'environnement publié aujourd'hui lundi 24 avril. Selon un autre rapport publié par l'AEE en novembre, au moins 238 000 personnes, tout âge confondu, sont mortes prématurément en 2020 en Europe à cause de la pollution de l'air. Direction Philippines. Il aura fallu attendre 8 décennies pour que le mystère soit levé. L'épave d'un navire japonais torpillé pendant la Seconde Guerre mondiale, le Montevideo Maru, a été retrouvé au large de Philippines. Les explications de Fardous Hussein. Une découverte plus de 80 ans après. L'épave d'un navire japonais torpillé pendant la Seconde Guerre mondiale a été localisée mardi 18 avril au large des Philippines. Plus de 1000 personnes se trouvaient à bord au moment de la destruction du navire, principalement des prisonniers australiens. Le Montevideo Maru a été découvert à plus de 4000 mètres de profondeur en mer de Chine méridionale, à 110 km au large de l'île philippine de Luzon. La découverte est intervenue après 12 jours de recherche au moyen notamment d'un drone sous-marin équipé d'un sonar. Ce naufrage reste l'une des plus grandes tragédies maritimes de l'histoire de l'Australie. Le Montevideo Maru, un cargo mixte, avait été coulé le 1er juillet 1942 par le sous-marin américain USS Sturgeon, dont l'équipage ignorait qu'il convoyait vers l'île chinoise de Hainan occupée par l'armée japonaise des prisonniers de guerre alliés. C'est tout pour ce focus de la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sur ce, restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.